Merci. Le 25 décembre 1990, Yeltsin s'adressait aux compatriotes de l'étranger dans les termes suivants. Aujourd'hui, un grand nombre de gens talentueux, intelligents, pleins d'initiatives essaient de faire renaître la grandeur qui fut celle de leur patrie. La ligne politique que nous suivons, c'est celle de la renaissance de tout le meilleur, de tout ce qui a été perdu après octobre 1917, celle de la renaissance de tout ce qui faisait de la Russie la Russie. Cet événement est sans doute la première pierre posée par la Russie dans son entreprise de récupération de l'histoire, mais surtout de la mémoire de la première vague de l'immigration russe. En s'inscrivant dans ce contexte, cette communication proposera quelques pistes de réflexion sur le processus de réception de la mémoire de l'immigration dite des Russes blancs par la Fédération de Russie, en insistant, dans un premier temps, sur l'ambiguïté même de la nature de cette mémoire, et deuxièmement, en explorant quelques usages de cette mémoire dans les années 90. Avant de commencer, je tiens à préciser que ces réflexions sont orientées sur le cas de l'immigration russe en France, bien que la tension entre la nature et les usages des mémoires d'autres communautés d'émigrés puisse suivre les mêmes logiques. Qu'appelle-t-on l'immigration russe blanche? Reprend-on à notre compte l'abus de langage considérant l'ensemble de la première vague de l'immigration russe comme politiquement homogène? Que considère-t-on son héritage? La vie culturelle parisienne de l'entre-deux-guerres, la mode des cabarets russes y compris, une façon d'être, de résister, un certain Dasein? Qu'on s'accorde ou non sur la durée de vie de la Russie hors frontières, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou quelques dizaines d'années plus tard, toujours est-il que le temps fait son œuvre. La désagrégation de cette communauté intellectuelle hors du commun et le changement de génération avec l'arrivée de descendants nés et élevés en France, sujets à des degrés d'intégration différents mais jamais nuls, a signé l'arrêt de mort de la Russie parallèle. Avec le recul que permet le temps, force est de constater que la Russie hors frontières est victime de ses propres mécanismes de survie, en ce qu'elle est devenue un concentré de sa production culturelle, plutôt qu'un condensé des histoires personnelles de ceux qui l'ont vécu au-delà des cercles d'intellectuels. L'existence même de la mission de l'émigration russe, qui a motivé et organisé sa survie, est au cœur de cette problématique mémorielle. Puisque cette mission, qu'elle soit articulée par Bounine, Berdyaev et consorts, consistait à préparer et sauvegarder la culture russe dite authentique et véritable pour le retour au pays après la chute de l'URSS. Je paraphrase ici les propos de Léonid Livak quant à la mythification de la première vague au travers des activités auto-sacrificielles de son élite culturelle. L'émigration s'érigeant ainsi comme gardienne des vraies valeurs et traditions russes. Cette idée d'une mission à la fois fédératrice et salvatrice, supposée porter à bout de bras la culture russe authentique, est renforcée par la quasi-omniprésence des appellations «Русская миграция», «Россия за рубежом», plutôt que «Российская миграция» et «Российское зарубежье». Aussi bien dans l'égo-histoire, qui constitue une part non négligeable du corpus concernant la première vague, que dans les milieux académiques et, de façon moins surprenante, politiques. Cette mythification, comme l'a souligné Maria Sorokina de la Maison de l'étranger russe dans un article paru en 2014, continue à concevoir la première vague comme, je cite, un espace spirituel singulier et matérialisé dans une vaste infrastructure nationale sur tous les continents. On constate donc que, dans le discours mémoriel global, la première vague est victime, pardonnez-moi l'expression, d'une réification à 36 000 tranchants. En effet, en plus d'être catégorisée comme une émigration de Russes blancs par abus de langage, principalement en France, cette émigration est également réifiée en Russie même, comme je viens de l'évoquer, par le regroupement de ce kaléidoscope d'expériences de l'émigration sous le terme de russe, gommant ainsi son hétérogénéité. À cela s'ajoute également l'oubli, l'invisibilisation de sa frange passive, d'où l'absence d'une mémoire publique, ou du moins sollicitée, par exemple, des ouvriers des usines Renault ou des communautés extérieures à celles de Paris et de la Côte d'Azur. J'entends par là qu'au lieu d'une mémoire ouvrière ou quotidienne de cette frange dite passive, quoique majoritaire qui l'a constituée, on se retrouve avec une mémoire globale principalement culturelle, au sens de la vie intellectuelle, et militaire, autour des grandes figures du mouvement blanc. En fait, on remarque une tension dans la non-élucidation de la différence entre Russie hors frontières comme objet culturel et la première vague de l'immigration russe, prise en bloc dans sa complexité comme un phénomène social et migratoire. Si l'on en vient à la mémoire de l'immigration russe produite par et pour elle-même, le corpus historique qui s'y intéresse, du moins en France, s'est principalement construit sur une base d'égo-histoire. Ce biais mémoriel est d'ailleurs tellement installé qu'il nous pousse encore aujourd'hui à parler d'émigration russe et non d'immigration ou simplement de migration, même dans un contexte franco-français, afin d'assurer la bonne insertion de ces recherches dans le champ d'études. Au-delà de ça, ce réflexe, sinon cette obligation par la tradition, ne fait qu'enfermer davantage ce phénomène migratoire, pourtant dynamique, dans le carcan du lieu de départ, le rendant en quelque sorte inaliénable et tributaire de ce point de départ.
La conséquence directe de tout cela résidant bien entendu dans la perdurance du mythe de l'immigration que nous avons abordé précédemment. Sur un autre plan, un aspect non négligeable, quoique difficilement quantifiable de la nature de la mémoire de la première vague réside dans sa transmission familiale. Une interprétation peut-être un peu plus romantique de la mémoire, à la manière de Pierre Nora, nous pousserait à trouver précisément dans ce pan mémoriel le matériau brut de la mémoire, celui de l'identité transmise par le biais d'un récit familial, plutôt teinté d'affection et tourné vers le passé, notamment vers les figures familiales et leur héritage affectif russe, que vers l'avenir de la Russie en tant que telle. C'est ici qu'entre en piste la notion de mémoire communicative telle qu'elle a été définie par Yann et Aleida Asman. La mémoire communicative renvoie à l'histoire dans le cadre de la mémoire autobiographique. Non formalisée car non matérialisée, cette mémoire, privée car portée par les individus seuls, existe dans les interactions du quotidien. Pour ces mêmes raisons, sa durée de vie n'excède théoriquement pas la succession de 3 générations, après quoi elle disparaît. Si cette mémoire communicative vient à être codifiée, un changement d'état vers la mémoire culturelle s'opère. Cette tension entre mémoire codifiée et mémoire spontanée, tension exaltée par le passage du temps, comme je l'évoquais dans cette partie, m'amène à mon deuxième acte. L'intérêt qu'on porte aux questions mémorielles nous pousse à toujours poser la question à qui appartient cette mémoire. Si l'on pense la mémoire collective de façon traditionnelle selon les termes de Maurice Halbwachs, alors la mémoire collective se distingue de l'histoire au moins sous 2 rapports. C'est un courant de pensée continu, d'une continuité qui n'a rien d'artificiel, puisqu'elle ne retient du passé que ce qui est encore vivant ou capable de vivre dans la conscience du groupe qui l'entretient. Par définition, elle ne dépasse pas les limites de ce groupe. Yann Assmann ajouterait que la mémoire collective, c'est la somme d'un certain savoir sur le passé conjugué avec une conceptualisation de l'identité. On peut difficilement dire que la Fédération de Russie ait pu faire l'expérience d'une mémoire collective, donc en vase clos, de l'immigration de la première vague, puisque la population de la Russie intrafrontière n'est pas le groupe qui en a fait l'expérience. La question de l'appartenance de cette mémoire entre transnationalité et histoire nationale ne facilite pas les choses. Si on se place depuis le référentiel moscovite, on n'est pas sûr de la nature du dialogue entre la métropole et sa diaspora, entre le centre d'un empire et sa périphérie, ou entre 2 entités ayant évolué de façon parallèle et n'ayant, par conséquent, plus grand-chose en commun. Comment donc penser cette mémoire non vécue, invisibilisée, puis remobilisée? Venons-en au mot-clé de la journée, la réception. Quand on parle de mémoire, la question de sa réception est capitale. Selon Wolfgang Steiner, on parle de la réception d'une mémoire lorsque celle-ci façonne ou change les mémoires collectives d'un groupe et non seulement d'une poignée d'individus étant confrontés à la représentation de cette mémoire. Barbara Turnquist-Pleva et al. Soulignent que peu importe les narratifs et images du passé qui sont externalisés par les modes de transmission de la mémoire, ils ne peuvent devenir importants pour la mémoire collective que lorsqu'ils sont internalisés par le groupe. Il y a ainsi autant d'échelles de réception de la mémoire qu'il y a d'échelles d'expression de la mémoire. Je propose donc de nous intéresser à 2 niveaux de réception à grande échelle de la mémoire de la première vague, ainsi qu'aux usages qui en ont été faits dans les années 90 en Russie. L'une de ces réceptions est académique, l'autre est plutôt étatique, ou du moins par le haut. Une réception académique indéniable s'est orchestrée dès les années 1990 avec une explosion du nombre de thèses rédigées sur le thème de la première vague de l'immigration russe. Selon Alexandre Pronin, entre 1991 et 2001, ce sont 134 thèses de doctorat, candidatские, et 18 докторские диссертации qui ont été soutenues à Moscou seulement, auxquelles se rajoute une quarantaine d'autres en région. L'étude de la première vague préoccupe l'écrasante majorité de cette nouvelle sous-discipline, l'immigrantovidzienie, qui s'y intéresse principalement sous le prisme des sciences sociales et de l'histoire de l'art. Un élément de réponse consisterait à considérer cet élan comme une volonté de codifier cette mémoire auparavant restreinte au précaré de ceux qui en avaient fait l'expérience pour, ensuite, l'incorporer au corpus de l'histoire nationale. C'est d'ailleurs cette codification de la mémoire qui, selon Yann Assmann, transforme la mémoire dite communicative, c'est-à-dire informelle et autobiographique comme nous l'avons vu avant, en une mémoire culturelle, intermédiée, objectifiée et formalisée. C'est d'ailleurs à partir de ce changement d'un état vers l'autre que la distinction entre mythe et histoire se brouille. Ce qui m'amène à un second type de réception de la mémoire, dont l'usage est certainement le plus important, la réception étatique ou par le haut. En fait, on constate que dès 1990, tout va très vite. De l'appel aux compatriotes de l'étranger de Yeltsin en décembre 1990, au premier congrès des compatriotes auquel ont assisté en plein putsch des représentants de la première vague en août 91, puis en 1992 et 1993. 1995 marquera la création de la Maison de l'étranger russe à Moscou,
1998 sera l'année de l'inhumation des derniers Romanov et le fait Zakon du 24 mai 1999 actera l'inclusion dans le statut des compatriotes de l'étranger, les immigrés de l'Empire russe ainsi que leurs descendants non titulaires de la citoyenneté russe. Si l'on revient un instant sur la Maison de l'étranger russe, son existence atteste bien d'une volonté de la part de la Fédération de Russie de se porter garant non seulement de l'histoire de l'immigration russe, mais aussi d'une certaine version de la mémoire. Première bibliothèque centralisant en Russie les œuvres de l'intelligentsia en exil et, plus tard, unique musée officiel et public de l'immigration russe, que nous dit cette vitrine de cette réception et de cette récupération? En tout cas, le site de la Maison de l'étranger russe présente sa mission comme le prolongement d'un principe d'Ivan Ilin. La collection, sous-entendue d'archives, doit avoir un but, le retour en Russie, unie et libérée. Il y a un côté testamentaire dans la mesure où les volontés des intellectuels de l'immigration russe en exil ont été honorées. La Russie libérée du joug communiste récupère ce pan culturel de l'immigration. Un fonds d'archives et une bibliothèque spéciale sont ainsi créés peu de temps après la chute de l'URSS et donc très tôt dans le processus de reconstruction mémorielle et identitaire du pays. Toujours selon la Maison de l'étranger russe, l'expérience de l'immigration est définie comme histoire alternative de la Russie, une fois de plus, d'une Russie unie. Dans la réception étatique de la mémoire, davantage de négociations, ou du moins à de plus grands enjeux, se jouent. Le processus de réception de la mémoire étant cyclique, la phase de réception n'est pas la phase terminale, puisque la mémoire ne cesse d'évoluer et d'être renégociée. Au contraire, la phase de réception entraîne la répétition d'un nouveau cycle. Quelque part, la récupération et la réception par la Fédération de Russie à l'échelle étatique de la mémoire de la première vague peut s'inscrire dans une logique de travail de mémoire dans le contexte troublé des années 90, afin d'atteindre une mémoire juste et apaisée et de mettre derrière soi l'héritage soviétique. Selon Marie-Claire Lavabre, dans le cas d'un devoir de mémoire, la question que l'on se pose est celle de savoir comment influencer cette mémoire pour restaurer à diverses échelles la communauté déchirée par le conflit et par le souvenir de celui-ci. À l'échelle étatique, donc, ou par le haut, cette renégociation se fait entre enjeux identitaires et rapports de force. Puisque se souvenir, c'est appartenir, c'est une nouvelle façon d'être russe et de concevoir sa russité qui a pu émerger. Difficile cependant de prendre la mesure de l'internalisation de cette mémoire chez la société civile russe. Cependant, d'après Maria Ferretti, malgré toutes ces tentatives de renégociation de la mémoire et du passé national, l'incohérence interne du bricolage mémoriel des années Yeltsin n'est pas parvenue à devenir une mémoire partagée par la société. En guise de conclusion, le transfert de la mémoire de l'immigration russe vers la Fédération de Russie dans les années 90 n'est pas une surprise. En effet, la structure même qui a pris cette immigration ainsi que ses mécanismes de survie, l'existence d'une mission, conjuguée au changement de régime de vérité provoqué par la fin de l'URSS, l'a prédestinée à être remobilisée au moment venu. S'il est difficile de mesurer et quantifier la mémoire, et d'autant plus si on s'attache à le faire rétroactivement, les quelques pistes de réflexion énumérées ce matin laissent penser que la réception, au sens de l'internalisation de cette mémoire dans les années 90, laisse un peu à désirer. Cependant, la mise en place de ces mécanismes mémoriels a planté la graine de la politique que la Fédération de Russie adopterait dès le passage à l'ère Poutine. Entre diplomatie religieuse agressive, investissement des notions de compatriotes de l'étranger et du monde russe, et tentative de récupération physique de certains lieux de mémoire de la première vague. Merci.